Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 62. 62% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour lutter contre l'antisémitisme, selon un sondage publié en août 2025. Je suis curieux de découvrir combien lui font confiance pour lutter contre l'antisémitisme aujourd'hui. Au sommaire de l'émission ce soir, l'armée israélienne a intensifié ses frappes contre des cibles terroristes du Hezbollah au Liban ces derniers jours en prévision d'une nouvelle guerre. Contre l'Iran, négociation ou guerre, guerre ou négociation, la stratégie du gouvernement israélien est-elle la bonne? Débat dans quelques minutes. Le tour de l'info du soir sera aussi chaud que les tribunes du stade de l'Olympiakos lors d'un derby contre le Panathinaikos. On va se régaler. La France insoumise dans la tourmente suite au meurtre de Quentin à Lyon. Cette formation politique extrémiste doit-elle être mise hors d'état de nuire à la France? Débat à 21h30. Le ministre de l'Enseignement supérieur dénonce l'absence de sanctions disciplinaires contre l'étudiante accusée d'avoir exclu d'un groupe Instagram des camarades juifs de l'université Paris 1 Panthéon-La Sorbonne. Heureux comme un antisémite en France, interview du tac au tac avec Ruben Strachan de l'Uni. Et vous découvrirez la suite des aventures de Julien Assal, la carte blanche à 21h50. Vous voulez savoir qui sont les débatteurs du soir? Réponse juste après ça. Ça se débat, saison 1, épisode 62, en compagnie de Marilyn Smadja. Bonsoir Marilyn. Bonsoir Khaïm. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, on prépare le 16e événement déjà, le 10e événement de Raison Garder Israël, avec des personnalités que vous connaissez d'ailleurs, Amir Badran. Amir Badran. Et face à lui, dans le débat, Alexandre Bensoussan. Ça ressemble à nos plateaux. Ça ressemblera pas vraiment à votre plateau, parce que justement, à Raison Garder, on débat sans se battre. Donc, ça va être... En fait, on veut... Ils sont habitués à débattre face à face. Et ils s'entendent très, très bien. Mais ça, je ne le savais pas quand je les ai réunis. Et c'est Alexandre qui me l'a dit. C'est un binôme du mercredi qui est absolument excellent. Absolument incroyable, je ne le savais pas. Et c'était une bonne surprise. Et j'ai pensé tout de suite à vous, Raphaël. On va suivre ça, évidemment, avec toute notre attention. En face de vous, vous l'avez dit, Chaim Berkovitz. Bonsoir, Chaim. Bonsoir. Comment allez-vous? Très, très bien, Baruch Hashem. J'aimerais vous entendre sur le programme d'Alia Lech Lecha. Il y a eu beaucoup de publications sur les réseaux sociaux à ce sujet. Un voyage a été organisé. Un petit mot dessus rapidement. Tout simplement, on a décidé de créer avec Nili Kupfer-Naouri une organisation qui s'appelle Lech Lecha pour aider les familles qui désirent rejoindre Israël. Et la semaine dernière, nous étions en visite, on a sillonné le pays avec des familles qui sont prêtes à rejoindre l'histoire d'Israël. Ici, sur la terre d'Israël, on les a aidés à chercher des localités pour qu'ils puissent s'installer. En juillet, ils montent tous en Israël. Ça a été un succès. Magnifique. Très bien, on les recevra quelques-uns avec plateau plaisir. Ici pour en parler. Et à Paris, nous retrouvons notre cher Rost. Bonsoir Rost, comment allez-vous? Bonsoir, écoutez, ça va, je pense que les sujets sont intéressants, donc on est dans les starting blocks. On a hâte évidemment de démarrer cette émission, mais avant, il faut présenter Jean-Michel Cohen. Bonsoir Jean-Michel, de retour de vacances de Thaïlande. Je ne trahis pas un secret, vous en avez parlé sur vos réseaux sociaux. Alors, honnêtement, la Thaïlande, quel pays extraordinaire. Alors c'est surtout un pays apaisant. Donc j'ai fait une rencontre avec Bouddha. Donc j'ai appris la philosophie du Bouddha et ceux qui ont suivi mes réseaux sociaux ont vu que chaque fois qu'un moine me rencontrait, il se sentait obligé de m'arroser avec son eau qu'il dit bénite pour me donner des bénédictions supplémentaires à celles que m'ajoutent nos rabbins. Donc je suis atteint par la grâce. Et découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission d'hier. À la question provocation du Hamas à Gaza, la patience israélienne a-t-elle atteint ses limites? Vous êtes d'accord à 93% avec Meir Habib. Et à la question le gouvernement israélien protège-t-il assez les chrétiens en Israël et en Judée-Samarie? Vous êtes d'accord à 77% avec Samuel Lévy. Passons tout de suite au premier débat de cette émission. L'armée israélienne a intensifié ses frappes contre des cibles terroristes au Liban ces derniers jours.
en préparation d'une nouvelle guerre potentielle contre l'Iran. En parallèle, l'Iran et les États-Unis ont conclu aujourd'hui, près de Genève, leur deuxième session de pourparlers dans un contexte toujours très tendu. Cette excitation régionale a inspiré l'équipe de SAS Débat et nous avons posé cette question aux débatteurs du soir. La stratégie israélienne actuelle est-elle bonne face au Hezbollah? Marilyn Smadja a répondu oui et Chaim Berkovitz a répondu non. SAS Débat, saison 1, épisode 62, face à face numéro 1. Allez, c'est parti. Marilyn, vous commencez, vous connaissez le principe de cette émission. Vous avez 60 secondes pour convaincre nos téléspectateurs qui voteront ensuite sur le compte Instagram de la chaîne. Et je vous enverrai le lien juste après l'émission pour que vous puissiez envoyer à tous vos contacts et mobiliser on ne trouve jamais ce lien pour voter. Oh, c'est dans les stories C'est dans les stories, mais je vais vous l'envoyer, vous inquiétez pas. Chaim, vous voulez que je vous envoie le lien aussi? Oui, tout à pour fait. que vous demandez à tous vos amis de voter pour vous? Allez, pourquoi pas? Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? On est prêt. Marilyn, c'est à vous. Alors, on commence? Allez-y. D'accord. Alors d'abord, à mon avis, c'est une bonne stratégie déjà d'isoler l'axe Iran proscrit, donc pour faire craquer justement cet axe, et donc d'affaiblir le Hezbollah sans déclencher une guerre régionale prématurée. Première chose. Deuxième chose, détruire progressivement les capacités et les infrastructures de cette organisation terroriste tout en respectant les accords avec le Liban. Cela assure notre sécurité présente et future. Donc, si les négociations à Genève échouent, ça pourrait être, on attend maintenant dans 2 semaines la réponse, Israël doit être prêt déjà dès maintenant à toute éventualité et doit préserver dès maintenant sa liberté d'action, son autonomie. Donc pour moi, oui, la stratégie actuelle garde, face au Hezbollah, garde la dissuasion, l'initiative et la légitimité internationale. Merci beaucoup Marilyn. Chaim, c'est à vous. Alors écoutez, pour moi, la stratégie n'est pas bonne, tout simplement parce qu'elle donne l'illusion de l'action sans résoudre entièrement le problème. Depuis des années, Israël frappe le Hezbollah par des frappes ponctuelles, mais ça ne résout pas le problème. Aujourd'hui, la réalité, elle est là. Le Hezbollah est en train de se réarmer, il est en train de se réorganiser. Et la situation est grave. Des dizaines de milliers de familles d'Israéliens ne sont pas rentrées dans leur maison dans le nord du pays. Israël a perdu l'initiative, c'est le Hezbollah qui décide du rythme de la tension. Aujourd'hui, il faut faire quelque chose. Chaque jour où on laisse le Hezbollah exister, eh bien, on va vers une prochaine guerre qui sera encore plus dangereuse. Et le gouvernement nous dit qu'il gère. Mais cette gestion, on l'a vu le 7 octobre, c'est une gestion qui nous amène à la catastrophe. Il faut absolument anéantir complètement et dès aujourd'hui le Hezbollah pour avoir la paix dans le nord du pays. Merci beaucoup à tous les deux. Vous n'avez pas atteint les 60 secondes, mais bon, voilà, c'est personnel pour la régie. Rost, est-ce que vous êtes d'accord avec l'argument et les arguments de Marilyn ou ceux de Chaim? Alors, évidemment que moi, je vais vous dire on a une résonance dans les oreillettes, là, mais on s'entend nous-mêmes. Je vais demander à la régie, est-ce qu'on peut régler ça? On vous entend pas très bien non plus. Évidemment qu'on a un problème fondamental qui est qu'aujourd'hui, il faut que tout ça cesse. Il faut, au nom de je ne sais quoi, continuer de tuer des gens, continuer de faire ce qui se passe. Regardez ce qui se passe même là, encore à Gaza. Depuis le pseudo cessez-le-feu, il y a plus de 600 personnes qui ont été tuées par l'armée israélienne. Donc, il y a un moment donné, il faut que les uns et les autres disent « ça suffit ». C'est vrai que Trump ne respecte pas la réglementation internationale. Il a dit qu'il n'en avait rien à faire. Et c'est exactement ce que fait Netanyahou. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'entendent bien tous les deux. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait une levée de bouclier pour que tout ça cesse. L'Iran, il y a une négociation qui est en cours. Pourquoi, dans ce cas-là, ils veulent saper cette négociation? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi? Jean-Michel Cohen, Rost évoque les négociations. Il a totalement raison de le faire parce que c'est là le nœud de toute cette affaire. Les États-Unis et l'Iran négocient et Israël et le Hezbollah, un peu comme deux enfants, deux spectateurs qui attendent de savoir ce qui va se passer.
le doigt sur la gâchette. C'est pas seulement le doigt sur la gâchette. Quelle est l'intention profonde, la vraie intention? C'est d'arriver à la pacification d'une relation entre Israël et le Liban débarrassé du Hezbollah. En réalité, le Hezbollah, normalement, il devrait être désarmé par l'armée libanaise qui ne s'en sort pas. Pour l'instant, Israël mène des opérations quasiment de guérilla contre des terroristes. Donc là, je suis pas d'accord avec Ross. Il n'y a pas d'élimination forcée au Liban. Ils essayent d'éliminer des cibles prioritaires en espérant qu'à un moment donné, l'armée libanaise reprenne le dessus et puisse anéantir l'action guerrière de Hezbollah, même s'il restait dans la vie politique libanaise. C'est surtout ça. C'est des spéculations d'aller raconter que c'est par rapport aux négociations qui pourraient échouer, que Israël prend les devants. C'est possible, mais c'est absolument pas certain. Moi, je crois que c'est deux problèmes complètement différents et en tout cas, en même temps, complètement différent de Gaza, parce que là, Rost, il a déjà admis le discours propagandiste habituel du Hamas, qui consiste à dire que c'est Israël qui les provoque, alors qu'en fait, c'est pas du tout factuel, ça. hein. Quand il y a des intrusions dans le territoire israélien sur des lignes qui ont été délimitées, je suis désolé, si vous respectez un contrat, vous devez le respecter jusqu'au bout. Donc, s'ils le respectent pas, ils entament un processus de remise à l'équerre du sujet. Voilà. Donc, ne mélange pas Gaza et Hezbollah, ça n'a rien à voir. Je voudrais quand même dire que je suis effarée par les propos de Ross, parce que il a culpabilisé tout le monde, donc Israël, Trump, qui vous voulez, mais il n'a pas dit un mot de la culpabilité actuellement du Hamas. C'est-à-dire que si le Hamas aujourd'hui était désarmé... Il ne faut pas qu'on s'éloigne du sujet. Non, mais non. Restons sur le Hezbollah. Non, mais on parle sur le Hezbollah, mais je veux dire, quand on fait la globalité, quand on voit la globalité des choses, toutes ces organisations terroristes, avant et toute chose, quand on veut terminer, justement, qu'il n'y ait plus de tués, déjà, il faut arrêter le terrorisme. Ça, c'est la première chose. Donc, que ça soit au Liban, que ça soit en Iran, que ça soit au Hamas, la première chose, c'est battre contre le terrorisme. Je rebondis sur ce que disait Jean-Michel. On espère tous, ici sur ce plateau, tous les 5, qu'il y ait un jour une paix réelle et sincère entre Israël et le Liban. Ce sont nos voisins, nous vivons côte à côte avec eux, le peuple libanais n'est pas dans sa majorité hostile à Israël. Il y a le Hezbollah. Le Hezbollah est une entité politique, mais aussi une entité terroriste. Le gouvernement libanais a annoncé aujourd'hui qu'il avait besoin d'un délai supplémentaire pour pouvoir désarmer le Hezbollah. Il parle de 4 à 8 mois pour le faire, alors que le Hezbollah, le cessez-le-feu a été signé en novembre 2024. Ça devait être 1 an pour désarmer, donc ça veut dire qu'on est bien au-delà du moment où le Hezbollah devait déposer les armes. On voit que le gouvernement libanais et l'armée libanaise, bien qu'ils font des efforts, ils n'y arrivent pas. Alors, ils n'y arrivent pas. Alors, on fait quoi? Parce qu'au Liban, on n'est pas rentré dans un territoire qui ne nous appartient pas. Nous voulons tout simplement défendre une frontière. On nous demande d'attendre, de négocier, de faire. On ne peut pas garder la menace d'un groupe terroriste, je dirais même d'une armée terroriste à notre frontière. Notre devoir pour sauver nos citoyens, c'est d'empêcher la menace. On n'est pas en guerre contre le Liban, on est en guerre contre le Hezbollah. Mais le Hezbollah, c'est une partie du Liban et on va tout faire pour le détruire. Mais on voit quand même que le président Aoun essaye de faire des efforts. Il essaye, mais s'il n'a pas les moyens, on fait quoi, Raphaël? On fait quoi? C'est Israël. Alors on attaque. Israël qui doit agir. Aujourd'hui, le fait de façon ponctuelle. Oui, mais de façon ponctuelle, ça ne règle pas le problème. On fait du bruit, on dit qu'on gère, et ensuite on se retrouve devant une situation comme on s'est retrouvé le 7 octobre. On risque un débordement. On ne peut pas se permettre un débordement. On ne peut pas se permettre un nouveau massacre. Merci à tous les 4 pour ce sujet sur l'Iran, le Hezbollah, et on a même pu évoquer la situation dans la bande de Gaza. Passons maintenant au tour de l'info. Jean-Michel Cohen, je commence par votre information. Un article de nos confrères de Ynet. Lors d'un carnaval annuel en Andorre, une effigie aux couleurs d'Israël ornée d'une étoile de David a été soumise à un simulacre de procès, pendue et fusillée, brûlée. Une réaction à ces images. Je vous avoue que je connais une personne qui est d'origine d'Andorre. La communauté juive sur place est absolument choquée. Elle compte à peu près 160 personnes. Ils se connaissent globalement tous. Et pour l'instant, les autorités leur disent pas de commentaires dans la presse, à la télévision. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu accéder à notre invitation, parce qu'on aurait bien voulu les avoir ce soir. Et s'ils veulent, évidemment, ils sont la bienvenue sur i24 News pour réagir. Mais c'est un choc qui est absolument terrible. Terrible pour ces juifs qui habitent en Andorre.
Je dirais qu'on n'est plus à une indignité près. On traverse une période qu'on n'a quasiment jamais traversée, une poussée d'antisémitisme global qui a été entretenue par une propagande savamment distillée et qui n'a pas été correctement traitée par l'État d'Israël, qui vient seulement de le reconnaître en disant qu'il fallait s'occuper maintenant des réseaux sociaux, où on a assisté à une calomnie, à une déformation des vérités sans précédent sur laquelle Israël a été présenté essentiellement comme un agresseur et qui a permis d'assimiler Israël à l'ensemble des Juifs du monde et qui nous fait revenir aux heures des plus sombres de l'humanité, c'est-à-dire celles où on pendait dans les rues de Munich ou dans n'importe quelle petite ville allemande le portrait d'un Juif parce qu'il était Juif pour le stigmatiser. Et là, en l'occurrence, Israël étant l'incarnation de la globalité des Juifs du monde. Il n'y a pas d'autre chose que de l'indignation. Il y a juste une énorme honte qui va recouvrir ce territoire d'Andorre, qui est un territoire d'ailleurs assez curieux, parce que je rappelle qu'il est exonéré de toute taxe particulière, donc qui vit en réalité sur le dos de la France depuis des années, et on laisse faire ça. J'attendrai une réaction du ministre des Affaires étrangères de la France. L'indignation, on a pris l'habitude de la supporter, elle est mondiale désormais. On attend une réaction globale de l'ensemble des Juifs du monde pour intervenir désormais, pour établir la vérité un peu partout. J'en ai marre d'entendre ce mot de génocide qui a été contesté par tout le monde, y compris par le président de la République française assez récemment, malgré les doutes qu'on avait sur lui depuis quelque temps, y compris par des tas d'organismes internationaux qui ont finalement conclu qu'il n'y avait jamais eu de génocide, mais ils ont installé un vocabulaire qui contribue à cet antisémitisme et qui contribue à ces excès qu'on voit, qui sont indignes. Je veux dire, ça jette l'opprobre sur l'ensemble de ce territoire, l'Andorre. Rost, j'aimerais vous entendre sur ça, parce que lorsqu'on voit les images, et j'aimerais qu'on les remontre, ça ressemble plus à une procession religieuse d'un vieil antisémitisme catholique et non pas un antisémitisme lié à on va dire, à ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'antisémitisme d'extrême gauche ou l'antisémitisme islamiste. Là, c'est vrai, on dirait une procession religieuse catholique moyenâgeuse. Alors écoutez, moi je vais vous dire une chose très claire et très simple, c'est que tant que la situation de Gaza sera ce qu'elle est, malheureusement, ça sera ainsi. Non mais bah oui, c'est terrible, hein. C'est vrai que c'est terrible. Tu vas pas faire notre petit Attendez. Non mais laissez Ross finir. Attendez, laissez Ross finir. Ça va. Non, ça va pas. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, les gens font l'amalgame et en plus de ça, vous, Monsieur Berkovitch, vous savez très bien que je fais partie de ceux, depuis le début, depuis le 7 octobre, qui rappellent ici que la barbarie du 7 octobre est inacceptable et qui rappellent aussi que vous avez dit aussi, le massacre à Gaza est inacceptable aussi. Et j'ai toujours fait une distinction. J'ai fait partie de ceux qui ont continué de parler ici même et en dehors des plateaux aux gens pour leur dire ce qui se passe là-bas, c'est là-bas. Et qu'il ne faut pas faire d'amalgame, que tous les gens de confession juive ne sont pas d'accord avec Netanyahou et sa politique. Donc il ne faut pas d'amalgame. Donc votre procès, Marilyn, gardez votre procès pour vous. D'accord ? On passe à votre information. Vous l'avez fâché, là. Non, mais parce que depuis tout à l'heure, là, elle est en train de m'accuser sur des fausses choses. Ça suffit. Smadja. Le Maroc et l'Albanie rejoindront la Force internationale de stabilisation à Gaza, qui gérera certains aspects du maintien de la paix dans la bande de Gaza pendant la phase 2 du cessez-le-feu décrété par l'administration Trump entre Israël et le Hamas. C'est une information du Jérusalem Post qui a été confirmée par d'autres médias israéliens. Est-ce que selon vous, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, cette implication du Maroc ? D'abord, c'est une excellente nouvelle. Je suis allée l'année dernière au Maroc, donc pays musulman proche d'Israël. L'Albanie, en grande partie, la population est aussi musulmane. La Grèce aussi rejoint, évidemment. Et donc, vraiment, il faut se féliciter déjà. Après, il faut savoir le rôle. Voilà. Le rôle qu'aura cette... Non, ils vont rentrer dans la force internationale. Oui, mais quel rôle pour cette force internationale, c'est encore flou, ça. Mais je veux quand même maintenant jouer la prudence. Donc là, c'est très, très bien. Vraiment. Hein. C'est des alliés d'Israël, donc très bonne chose. Mais par contre, il va falloir se méfier. La Turquie
et le Qatar sont en train de rentrer par la grande porte par Trump, qui les fait rentrer par Trump. Et en plus, je veux dire, il va falloir maintenant qu'on va pouvoir désormais le Hamas. C'est pas des forces qui vont se battre pour déformer le Hamas. Donc ça risque quand même, en plus de mettre un frein à l'armée. Donc je suis très inquiète. Pour aller plus loin sur ce dossier, nous prenons la direction du Maroc pour interroger Mohamed Chtatou, analyste politique et maître de conférence à l'université de Rabat. Bonsoir Mohamed Chtatou, merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors, première question, comment réagissent les Marocains et les médias marocains à cette annonce de la participation du Maroc à cette force de stabilisation à Gaza ? En réalité, on s'attendait à cette participation parce que le Maroc fait partie du Conseil de la paix au Board of Peace de Trump. Donc, et le Maroc est un pays qui a eu des relations excellentes avec le judaïsme international mondial, si vous voulez dire. On a eu des Juifs au Maroc pendant 2500 ans. Ils ont été très importants dans la société marocaine. Il y a eu un substrat judéo-berbère sur le plan culturel. Donc, les Juifs sont partis en 1970, mais il y a toujours l'équivalent de 3000 Juifs et le Maroc est un pays qui a une relation très importante à la fois avec Israël et avec les Palestiniens parce que le roi du Maroc est le chef du comité de Jérusalem, Al-Quds. Donc, cette importante relation avec les deux pays nous amène à comprendre que le Maroc peut jouer un rôle très important à Gaza, à la fois pour les Israéliens et pour les Palestiniens, et pour instaurer une paix qui peut durer longtemps, et nous espérons qu'il peut arriver à une solution du conflit palestino-israélien une fois pour toutes. Mais selon vous, cette participation, est-ce qu'elle renforce les liens entre le Maroc et Israël, ou c'est plus à lire du côté des relations entre le Maroc et les États-Unis pour satisfaire les souhaits de Donald Trump? Les deux à la fois, parce qu'il faut dire que le Maroc, avec Israël, il a une alliance à la fois politique, militaire et culturelle. Comme j'ai dit, il y a l'équivalent de 1 million de Juifs marocains en Israël et qui sont des gens qui aiment le Maroc et qui reviennent au Maroc faire des visites religieuses, ce qu'on appelle la Hiloula, ce qui est très important pour nous les Marocains. Et le Maroc, à la fois, peut satisfaire aussi les États-Unis parce que nous avons une relation très importante avec les États-Unis. Nous sommes le premier pays du monde qui a reconnu l'indépendance des États-Unis en 1777. Donc, le Maroc est un pays très important pour les États-Unis. L'autre aspect est bien sûr les Palestiniens. Le Maroc est un pays musulman, donc il a des relations avec Mahmoud Abbas et les Palestiniens. Donc, il peut servir à instaurer la paix, à être un outil de paix dans Gaza et dans la partie palestinienne. Il faut se rendre compte à l'évidence que le Maroc est le premier pays qui était derrière Oslo I et Oslo II, parce que Hassan II, roi du Maroc, feu roi du Maroc, avait il avait réussi à rapprocher les Palestiniens et les Israéliens pour la paix et pour créer l'autorité palestinienne qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup, Mohamed Chtatou. Toujours un honneur et un plaisir de vous accueillir sur le plateau d'i24 News. À très vite sur notre antenne. Jean-Michel Cohen, j'aimerais vous entendre une réaction à ce qu'a dit Marilyn et ce qu'a dit ensuite Mohamed Chtatou en 1 minute sur cette participation marocaine dans la bande de Gaza. Moi, je suis assez circonspect là-dessus. Je doute absolument pas des bonnes intentions des Marocains. Comme l'a répété le docteur Chtatou, il y a des relations qui sont très intimes entre les Juifs et Israël et le Maroc. Par contre, cette force de la paix, on la saisit pas très bien. J'ai l'impression que le maître d'œuvre de tout ça, ça reste Trump. Donc, ce sont, à mon avis, plus des participations symboliques qui ont valeur de
de réassurance vis-à-vis de Trump et de dire on va jouer le jeu et on est avec vous, plutôt qu'une réalité effective. Le vrai problème, il va rester toujours le même. Il y a 2 problèmes pour Gaza. Premier problème, désarmer Hamas. Et deuxième problème, reconstruire dans des conditions de sécurité et pour les Palestiniens, en tout cas la part des Palestiniens qui souhaitent la paix et pas la part des Palestiniens qui entretient la guerre, et le faire en toute sécurité, bien entendu, pour Israël. Ça veut dire avoir l'assurance que non seulement le 7 octobre ne se répétera pas, mais qu'au-delà de ça, il pourra y avoir une relation apaisée entre un territoire avec des Palestiniens et Israël. Merci beaucoup à tous les 4. Il est l'heure de marquer une courte page de pub et on se retrouve pour la suite du Tour de l'Info. Restez avec nous sur i24 News. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unités mobiles, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamie Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde? David Jamie Group, Real Estate Opportunities. Géopolitique, conflit, diplomatie, société. Les événements s'enchaînent, se répondent, s'influencent. Ils sont les pièces d'un même puzzle. Nos regards croisés, nous relions les points de vue au-delà des frontières et des clichés. Analystes, experts, témoins, des voix différentes, une même exigence. Regards croisés, poser les bonnes questions et voir le monde autrement. InnovNation est de retour sur i24 News. Chaque semaine, nous vous emmènerons à la découverte de celles et ceux qui font demain, ici, au cœur de la Startup Nation. Santé, mobilité, culture, agriculture, ici l'innovation n'est pas un mot-clé, c'est un mode de vie. InnovNation, c'est le rendez-vous des idées qui osent et qui fonctionnent. Rendez-vous chaque semaine pour découvrir ensemble les coulisses de l'innovation Made in Israël. InnovNation, tous les mardis sur i24 News.
De retour sur le plateau d'i24 News, toujours avec Jean-Michel Cohen, Ross, Chaim Berkowitz et Marilyn Smadja. Vous avez bien reçu les liens, parce qu'en fait, vous ne savez pas utiliser Instagram. Votez pour moi. Vous ne savez pas utiliser Instagram, donc il faut que ce soit moi qui vous envoie le lien, parce que voilà, il faut juste appuyer sur cette petite flèche en bas à droite. Il y a le logo de WhatsApp qui est là, et après vous cliquez sur envoyer. On est doué pour beaucoup de choses, mais pas sur ça qu'il faut faire. Voilà, donc vous avez le lien. Quelle honte, Raphaël, d'afficher les gens comme ça. Vous en sortez avec ces histoires d'Instagram, vous à Paris, nous on n'en sort pas. Voilà. Non, Ross est un professionnel d'Instagram et son compte Instagram est une source d'inspiration pour moi dans cette émission. Incroyable. Voilà. Ross, d'ailleurs, je parle de vous. Vous avez la parole pour qu'on poursuive le tour de l'info et on va faire une information. Ça change un peu d'habitude parce que souvent, je vous interroge sur des sujets français ou sur des sujets plus internationaux. Et là, on va parler d'un sujet israélo-israélien, mais je suis sûr que vous allez réagir. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré lundi qu'il ne souhaitait pas que sa fille serve dans l'armée israélienne. Regardez ce qu'il a dit. « J'éduquerai ma fille à ne pas s'enrôler dans l'armée. Je respecte quiconque pense différemment de moi. C'est l'avis de mes rabbins et j'espère que les libéraux respecteront ma position. Mélanger hommes et femmes dans les chars est, à mon sens, une aberration. » Alors, évidemment, Smotrich n'est pas un orthodoxe, donc sa fille fera peut-être un service national, le Sherut Leumi, dans les ambulances de Magen David Adom, auprès d'enfants handicapés ou autres missions pour un service pour l'État, bien qu'il y a des jeunes filles orthodoxes aussi qui le font, évidemment, mais le fait qu'il refuse que sa fille serve dans Tsahal, parce que selon lui, l'armée, c'est pour les hommes. Alors, justement, si je me posais la question, qu'est-ce qui le dérangeait ? C'est le fait que ça soit l'armée ou c'est le fait qu'il dit « elles sont avec des hommes ». Voilà. Est-ce que c'est ça qui les dérange ? Finalement, je vais encore vous énerver, mais vous voyez, finalement, on nous parle parfois des extrémistes musulmans et tout ça, eh ben, ils sont pas si loin. Quand on nous dit qu'ils veulent pas mélanger les hommes et les femmes, on le reproche tout le temps aux musulmans. Mais par contre, vous voyez que c'est exactement la même chose. C'est les mêmes cultures, c'est les mêmes. Dès que vous prenez des gens qui ont pour première chose la question de la religion, souvent, malheureusement, on a toutes ces dérives-là. Vous voyez pourquoi moi je me suis éloigné de tout ça, alors que je suis né dans la religion et j'ai compris que la seule chose qui peut compter sur cette terre, c'est l'amour de l'autre, de l'humain, tout simplement, sans autre considération. Quand tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de bien. Quand tu es une pourriture, tu es une pourriture. Quelle que soit ta couleur, ta religion. Voilà. Chaim, et moi, il n'y a que ça qui me guide. Chaim, votre information. Un groupe de rabbins de Samarie a publié une décision religieuse rare et remarquable exposant leur position sur l'activité des implantations et établissement des limites claires en matière de conduite pour les jeunes opérant dans la région. Les rabbins déclarent « Les fermes israéliennes sont des entreprises bénies. Ils ne s'opposent pas à la construction de fermes israéliennes. Mais la violence est interdite. » Est-ce que, selon vous, c'est un appel au calme qui est bienvenu dans cette période qu'on aborde aujourd'hui entre la situation géopolitique, le début du Ramadan, qui est une période toujours sensible en Israël? Est-ce que c'était important pour vous que ces rabbins disent aux jeunes « cultivez la terre d'Israël, cultivez et établissez des fermes, mais pas de violence ». Alors, je vais vous dire tout simplement. D'abord, oui, c'est quelque chose de béni de faire de l'agriculture sur la terre d'Israël et c'est quelque chose de grandiose. Ça, c'est aussi ce qu'ont rappelé ces rabbins. Deuxièmement, bien sûr, même en Judée-Samarie, et ça peut être waouh pour les autres, mais on ne veut pas de violence. On veut tout simplement vivre en paix. C'est nouveau ça. Merci Ross. Il y a eu quelques personnes qui ont des fois eu des débordements. Les rabbins tiennent, ils ont une certaine éducation qu'ils font passer à leur communauté. Et moi, je ne tiens qu'une seule chose, c'est à les louer par rapport à ça. On sait l'influence qu'ont les rabbins dans ces communautés. C'est-à-dire que lorsque le rabbin d'une communauté dit quelque chose, il faut écouter. Eh bien, tout à fait. Et les gens écoutent. Et contrairement à l'éducation qu'on retrouve dans des villages arabes en Judée-Samarie, on ne prône pas de détruire ou d'assassiner d'autres personnes, comme on a pu le voir dans plusieurs manuels arabes qu'on retrouve en Judée-Samarie. Chez nous, on prône une seule chose. On veut vivre en paix. On ne veut pas qu'il y ait de la violence. Ça ne veut pas dire qu'on va se laisser faire si on vient nous attaquer.
Oui, mais dans ce cas-là, ce qu'ils ont dit... Attendez, parce que le communiqué est long, évidemment, que je n'ai pas lu toute la lettre de ces rabbins. Mais ce qu'ont dit les rabbins, c'est que si vous vous faites attaquer, vous appelez l'armée, vous appelez les autorités, vous ne vous faites pas vengeance vous-même. Vous êtes d'accord, Chaim, tout de même? Mais tout à fait, je suis d'accord. Nous avons une armée d'Israël. Et je voudrais juste, je m'excuse, rebondir sur l'histoire de Bezalel Smotrich. Bezalel Smotrich n'est pas un extrémiste. Il ne veut pas de proximité entre sa fille et les garçons. C'est son droit. L'État d'Israël a donné cette possibilité à l'armée. Toute personne, toute fille qui est religieuse et qui veut servir son pays, elle peut le faire avec le service national. Et c'est ce que va faire la fille de Bezalel Smotrich. Nous avons une armée, nous sommes un État de droit, eh bien nous respectons le droit. Ne venez pas nous attaquer, parce que nous n'aurons pas le choix que de nous défendre. On n'est pas là à attendre la seconde joue. En toute franchise, j'ai une fille qui a 2 ans. Si dans 16 ans, elle me dit « Papa, je veux faire l'armée », alors je ne l'empêcherai pas, parce que évidemment, ce sera son choix. Mais si elle me dit « Papa, je veux faire le Shirut Leumi », ça sera très très bien. Mais je vais vous dire, en Israël, on rêve d'une chose, c'est qu'on promet à nos enfants que ça sera la dernière guerre, qu'il n'y aura pas besoin que votre fille aille à l'armée. Ce que je pense, c'est qu'il faut que le service militaire ou civil pour tous. C'est-à-dire que ça soit les filles, les garçons, Donc ça, je pense que c'est vraiment la première question. Et la fille de Smotrich choisira d'elle-même ce qu'elle veut faire. Mais ce que je pense aussi, c'est qu'on a tellement besoin, après le 7 octobre, de soldats. Il faut prendre aussi ça en compte. Et donc l'armée... Dans tous les postes, on a besoin. Et de filles... J'aimerais entendre Jean-Michel Cohen. Si vous voulez réagir sur la lettre des rabbins, vous pouvez. Si vous voulez réagir sur Smotrich, vous pouvez aussi. Allez-y, ce que vous voulez. Non, mais sur la lettre des rabbins, oui, je peux qu'approuver le non-recours à la violence, mais quand des gosses se font caillasser parce qu'ils surveillent des troupeaux dans un endroit par une bande de racailles, je veux dire, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans ou juifs ou tout ce qu'on veut, je suis désolé, j'ai plutôt envie de dire, répondez quand même, n'attendez pas l'armée, parce que si c'est comme le 7 octobre, elle peut peut-être tarder à venir. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Dans les deux la sens, deuxième alors. chose, concernant Smotrich, je retrouve le même débat qu'avec les étudiants des yeshivas. Et là, je pense qu'il y a une responsabilité encore plus forte. Smotrich est ministre d'un gouvernement. Non, je sais que c'est différent, mais je fais une analogie. Oui, je fais une analogie quand même. Ça veut dire que je pense qu'il est responsable gouvernemental et je pense qu'il aurait mieux fait de ne pas prononcer ces paroles, même s'il le pense. Et moi, je trouve ça absolument pas normal. Il y a une règle. Elle est valable pour tout le monde. Allez. Filles et garçons, il y a une armée israélienne qui enrôle des filles déjà aujourd'hui. Donc, je vois pas pourquoi elle aurait un statut particulier, parce que son père, en plus, fait preuve de machisme. C'est lui qui lui dit quoi faire. Non, je suis révolté par ça, moi. Moi, je suis entièrement d'accord avec Jean-Michel. Pas du tout. Bah, très bien. Et vous n'êtes pas d'accord. Eh ben, c'est le concept de l'émission. Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. 4 suspects ont été interpellés dans l'enquête sur la mort de Quentin Derenc, a appris BFM auprès d'une source proche de l'enquête. Pour introduire ce débat, écoutez ces lignes publiées sur le site de l'Humanité. Écoutez bien, car elles résument la couverture médiatique du meurtre de Quentin. Grièvement blessé jeudi en marge d'une action du groupe fémo-nationaliste Némésis contre la tenue d'une conférence de l'eurodéputé LFI Rima Hassan, un militant identitaire de 23 ans est mort à la suite d'affrontements. Une tragédie que récupère honteusement la droite et l'extrême droite. Cette récupération dénoncée par nos camarades communistes est la suivante. Si vous accusez la France insoumise d'être liée à ce drame, vous faites de la récupération. Et toutes les déclarations des insoumis aux fascistes de la Jeune Garde n'existent pas. Ce réel n'existe pas. Alors, nous allons récupérer. Les lignes de l'Humanité ont inspiré l'équipe de Ça se débat et nous avons posé cette question aux débatteurs. La France insoumise doit-elle être mise hors d'état de nuire? Jean-Michel Cohen a répondu oui et Rost a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 62, face à face. Numéro 2, c'est parti. Jean-Michel, vous commencez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Ross, vous enchaînez juste après. Est-ce que tout le monde est prêt? Et la régie est prête. Allez-y, Jean-Michel, c'est à vous.
Alors, ce que je ne connais pas, c'est le mode d'action pour l'empêcher de nuire. Mais ça fait maintenant quasiment 2 ans et demi, 3 ans, que la France insoumise a dénaturé le débat politique en France. Elle a été au-delà de toutes les outrances verbales. Et maintenant, ce sont les outrances physiques. On les voit englués dans la polémique à l'heure actuelle sur le meurtre de ce jeune garçon, en essayant de se débattre et en essayant de plaider, en prétendant que il est mort, mais que finalement c'est compensé par des morts qui ont été produits par des gens de l'extrême droite, en essayant de nier qu'il y a eu une participation de la jeune garde, alors que tout commence à apparaître et que là, on vient d'annoncer, je crois, aujourd'hui, qu'il y avait le fameux assistant du député Arnaud qui se retrouvait dans cette histoire des 6 personnes qui ont été interpellées ou qui sont en cours d'être interpellées. On a assisté à une montée graduelle entretenue par quelques personnages, pas tous, mais en particulier Madame Hassan, Madame Panot, Monsieur Giraud, Monsieur Picmal, etc., etc. Et donc, cette dénaturation du temps politique est une catastrophe. Ross, c'est à vous. Alors, moi, je vais dire, ça suffit. Ça suffit. Tant mieux. Ça suffit et ça suffit. Ça suffit de faire des amalgames en permanence. Ça suffit parce qu'on a Clément Méric qui avait été tué par l'extrême droite. Je n'ai pas entendu ces gens-là monter au créneau de la même manière. On a une extrême droite qui est là depuis très longtemps et qui fait un boulot à ce niveau-là, de haine en permanence contre les gens qui sont différents. Souvenez-vous d'Ibrahim Ali, c'est-à-dire qui avait été tué à Marseille, le colleur d'affiche, qui avait été tué à Marseille. Souvenez-vous de Brahim Bouharam qui avait été jeté justement par les services de l'extrême droite. Moi, je dis ça suffit maintenant. Les gens sont prêts à diaboliser LFI par tous les moyens, quitte à revaloriser l'extrême droite qui parlait du dur à faux crématoire. Et pourtant, aujourd'hui, on a même des gens de la communauté juive qui votent pour ces gens et qui font tout pour les dédiaboliser par la haine, tout simplement, des Arabes et des musulmans. Moi, je dis, à un moment donné, ça suffit. On ne dédouane pas l'extrême droite parce qu'on critique l'extrême gauche, hein, excuse-moi. Marilyn, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Michel ou avec Rost, ou vous avez une position plus mesurée? Alors écoutez, je suis d'accord avec les deux, en fait. Non, elle a dit elle est d'accord avec les deux. Je suis d'accord avec les deux parce que je pense que... Et je m'en doutais d'ailleurs. Les extrêmes, moi généralement je suis pas d'accord avec les deux. Et là maintenant je suis vraiment d'accord avec les deux parce que de toute façon, à raison garder Israël, on est contre les extrémismes, que ça soit de droite ou de gauche, c'est-à-dire tout acte de violence, de haine, toute incitation à la haine, évidemment, est condamnable. Maintenant, malheureusement, depuis le 7 octobre, en tant qu'Israélienne, moi, ce que je vois, c'est quand même que l'extrême gauche en France est vraiment attise l'antisémitisme, la haine, l'antisionisme. Et donc, vraiment, c'est la première chose, je dirais, à travailler. Chaim, pourquoi la France insoumise, aujourd'hui, n'est pas considérée médiatiquement, politiquement, comme l'était le Front National de Jean-Marie Le Pen à l'époque? Ah ben je sais pas, je pourrais pas vous expliquer la politique de la France. Par contre, je pourrais vous dire une seule chose. On n'a pas besoin de diaboliser le LFI parce c'est déjà le diable. Ce sont déjà des gens qui font tout pour attiser la haine contre les Juifs. Et directement, ça, je réponds directement à Ross par rapport à ça. Bien sûr qu'il y a des débordements des deux côtés. Je vous rejoins là-dessus, Marilyn. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est trop ce qui se passe avec le LFI. Là, ça va trop loin. Et ça, il faut que ça cesse. Non, mais Ross, tout de même. Ross, c'est la lecture de Chaim Berkovitch. Je veux bien que ça soit sa lecture. Et on respecte sa lecture. Il est là pour donner son opinion. Mais lorsque vous regardez les enquêtes d'opinion, elles ont été fréquentes depuis le 7 octobre. Lorsque vous interrogez les gens de la communauté juive, et vous leur demandez quel parti souffle sur les braises de l'antisémitisme, les derniers résultats, c'était quand même 93% des Juifs de France qui répondent en premier France insoumise. C'est la France insoumise aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup. Ne pensez pas que les Juifs qui détestent la France insoumise et qui se sentent mis en danger par la France insoumise, d'un autre côté, ils vont aller flirter avec le Rassemblement national. Loin de là. Alors, ils considèrent qu'ils sont en danger par la France insoumise parce que la France insoumise attise cette haine et en fait, elle cherche à séparer le lien qui peut exister et qui est charnel et qui est très fort entre les Juifs et Israël. Et ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, non, mais moi, je ne juge pas le ressenti des uns et des autres. C'est normal, on est des êtres humains, on a une façon de ressentir les choses, et surtout, quand on a l'impression
qu'on est attaqué en permanence, on a en fait, c'est l'instinct de survie qui fait qu'on a un repli sur soi et on a l'impression, dès qu'on entend la moindre chose, vous savez vous-même que moi-même, je suis traité d'antisémite en permanence sur cette émission, alors que les gens connaissent absolument pas ma vie, ils savent pas comment je réagis, ils savent pas ce que je fais derrière, tout le travail de lutte qu'on fait contre l'antisémitisme, etc. Non, c'est vrai. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, je pense qu'il y a un moment donné, on a trouvé que les seules personnes qui étaient dangereuses pour le pouvoir actuel en place et la droite, entre guillemets, classique, c'est justement LFI qui est capable de prendre le pouvoir. Donc, la cible prioritaire pour eux tous, c'est LFI par tous les moyens. Donc, ils passent leur temps à les diaboliser et dans le même temps, je sais que certains ont une haine commune, et c'est ce qui fait d'ailleurs tout le travail de SAP qui est fait par une certaine chaîne d'opinion, qui est devenue une chaîne où moi j'ai été pendant des années, et qui est devenue une chaîne d'opinion et l'écho de l'extrême droite aujourd'hui ici en France. Ils font tout ce travail-là parce qu'ils ont une guerre idéologique, messianique, et cette guerre-là contre justement les musulmans. Et leur point commun à eux tous, c'est ça, et ils ont l'impression que c'est LFI qui est la cible, c'est parce que LFI est potentiellement éligible, contrairement au RN. Ce que je reproche encore plus à LFI, ce que je reproche encore plus à LFI, c'est le fait d'avoir utilisé ce qui se passait au Moyen-Orient à l'heure actuelle pour essayer de draguer une population musulmane. Le calcul était fait de cette façon-là, en opposant le monde musulman au monde juif d'une façon générale et en créant une fracture qui fait que cet antisémitisme, il a été encore plus virulent chez les musulmans vis-à-vis des juifs que dans le reste de la population. Donc ce calcul cynique qui a visé à se dire on va gagner le vote des populations musulmanes dont il a besoin pour espérer aller au deuxième tour, notamment Mélenchon, était son terrain de jeu. C'est pour ça que je dis c'est votre lecture. Son terrain de... Non, mais c'est pas ma lecture, c'est la lecture de tous les politologues. Dénoncer ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas du tout... Ils ont fait plus que ça. Ça n'intéresse pas Gaza. Ils ont fait plus que ça. On avance. Et sachez une chose, Rost, moi aussi, certains m'envoient des messages pour me dire que je suis antisémite parce que je me reçois sur ce plateau. Alors d'abord, moi, sur ce plateau, je n'ai jamais entendu quelqu'un... ça fait plusieurs plateaux que je fais avec Ross. Je n'ai jamais entendu une seule fois que quelqu'un l'a traité d'antisémitisme. Non, je pense que sur les réseaux sociaux... on parle de ce plateau. Il a dit même sur ce plateau. Non, mais par contre, ce que je veux dire... Non, Ross, je n'ai jamais entendu qu'on vous a traité d'antisémite. Et vous ne l'êtes pas. Et vous ne l'êtes pas. Et je le certifie, vous ne l'êtes pas. Mais par contre, ce que je viens d'entendre maintenant... Vous avez la cache-route, vous avez le tampon cachère de Marilyn Smadja. Vous avez le tampon cachère que vous n'êtes pas antisémite, donc soyez contents. Les grands rabbins sont derrière. Maintenant, ce que je voulais dire, par contre, ce que je vous ai entendu là maintenant, c'est nier l'antisémitisme actuel. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez dit, je comprends les impressions des gens, je ne nie pas. Mais l'antisémitisme, c'est pas une impression pour les juifs. L'antisémitisme, c'est un fait. Il y a eu une recrudescence. Attendez 2 secondes, on vous a laissé parler beaucoup. D'accord? Donc, écoutez. Il y a une recrudescence incroyable depuis le 7 octobre d'antisémitisme. Et la première chose que vous devez dire, c'est de lutter de manière inconditionnelle contre l'antisémitisme. Donc, de ne pas dire c'est une impression. Oui, d'accord, mais maintenant, pas suffisamment. Sur ce plateau, aujourd'hui, pas suffisamment. Et ça doit être dit. Il faut qu'on avance. Merci à tous les 4 pour ce débat. Notre invité nous attend. Passons tout de suite à l'interview du tac au tac. Bonsoir Ruben Strachan, merci d'avoir accepté notre invitation dans SAS Débat. Vous êtes délégué national de l'UNI en charge l'Île-de-France. Alors, vous êtes là pour évoquer avec nous une affaire qui concerne la Sorbonne, une affaire assez hallucinante. Est-ce que vous pouvez rappeler les faits à nos téléspectateurs ? Bonsoir, alors oui, en début d'année donc universitaire, une étudiante de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a en fait exclu des étudiants en raison de leur confession juive de groupes de promo donc sur WhatsApp et donc forcément l'université donc a fait un signalement, elle a été convoquée en section disciplinaire et qu'est-ce qu'on apprend ces derniers jours et ces dernières heures? Eh bien en fait tout simplement qu'elle n'a eu aucune sanction, absolument aucune sanction. Pourquoi? Parce que évidemment nous on trouve ça absolument scandaleux, honteux et inadmissible.
En revanche, on n'est pas surpris parce que l'université est gangrénée par l'extrême gauche, y compris au sein de certaines instances. La section disciplinaire, eh bien, ce sont des membres élus, notamment des membres qui sont des étudiants qui sont issus de certaines organisations représentatives d'extrême gauche et qui sont élus dans ces conseils, dans cette section disciplinaire, par un suffrage indirect. La présidente de l'université a fait un recours, c'est une bonne chose. En revanche, on n'est pas certain que, elle soit sanctionnée à la hauteur de ses méfaits. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les sections disciplinaires d'université ont quand même la possibilité de donner des sanctions qui sont assez importantes, assez lourdes, comme par exemple l'exclusion définitive d'un étudiant de tout établissement public d'enseignement supérieur. En revanche, on voit que certaines personnes au sein de ces sections, en fait, sont tout simplement complaisantes avec les idées de l'extrême gauche et avec notamment la propagation de l'antisémitisme, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de sanctions. Rubens, l'antisémitisme dans les universités en France, c'est un sujet dont nous parlons depuis le 7 octobre 2023, même avant le 7 octobre 2023, mais sans sanction, cet antisémitisme, il perdurera. Parce que cette étudiante dit « Non, pas du tout, je les ai retirés du groupe parce que j'ai vu que sur Instagram, ils suivaient tel compte et tel compte. » Mais ils ont été retirés du groupe parce qu'ils portaient un prénom ou un nom de famille à consonance juive. Alors tout à fait. En plus, l'excuse ne tient pas du tout la route parce que les étudiants ont le droit de suivre les comptes qu'ils veulent, et s'ils suivent des comptes qui soutiennent telle ou telle cause, ça ne regarde pas la personne qui gère les groupes de promo et suivre sur les réseaux sociaux n'est pas approuvé. Exactement. Donc en fait, l'excuse ne tient pas. Elle a clairement viré ses étudiants du groupe par antisémitisme. C'est une situation qui existe dans un certain nombre d'universités en France. Quand on regarde par exemple le meeting à Paris 8 qui faisait littéralement l'apologie du terrorisme en invitant une représentante d'une organisation terroriste qui est engagée sur auprès du Hamas globalement. Donc c'est pas admissible. Et si on veut pouvoir changer les choses, il faut envoyer des signaux forts, il faut des sanctions qui soient lourdes et que les personnes soient exclues de l'université et qu'elles n'aient pas la possibilité en fait de continuer à propager leurs idéologies répugnantes. Merci beaucoup Rubens d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News. Marilyn, je vous ai vu réagir. Écoutez, il a raison. En tant que professeur universitaire, j'ai vu en France et en Belgique l'antisémitisme. L'université, ça devrait être le temple du savoir, de la connaissance. Et donc, on attend des étudiants, et c'est vraiment un appel aux étudiants français, réfléchissez, l'antisémitisme n'a pas sa place à l'université. Chaim, en 30 secondes. En 30 secondes, l'université, les gens qui sont à l'université, c'est la France de demain. Et ça montre une France qui est problématique, qui a des problèmes et qui prône l'antisémitisme. J'espère que ça va changer. Rost, en 30 secondes aussi. Non, mais vous savez, le travail, il faut qu'on continue ce travail d'éducation. Il faut qu'on continue à faire en sorte que les gens ne fassent pas d'amalgame entre ce qui peut se passer là-bas et ce qui peut se passer ici. Ça n'empêche pas que les gens ici doivent se lever quand il y a des injustices. Bien sûr. Quand il y a des innocents qui sont tués, on doit se lever d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, mais on doit toujours se lever, mais on doit continuer de combattre le racisme et l'antisémitisme qui sont devenus des fonds de commerce pour tous les politiques, que ça soit de droite ou de gauche. Eux tous, ils s'en servent. Jean-Michel, le mot de la fin pour vous. Oui, non, moi je trouve ça grave. Ça fait partie d'une stratégie globale. Quand on voit que, par exemple, Rima Hassan, pour revenir sur elle, se balade d'université en université pour faire ce qu'elle appelle des conférences qui sont en réalité des meetings, c'est en fait la même stratégie que ce qu'on voit quand on donne des livres avec des connotations antisémites n'importe où du côté que l'on sait. Voilà, c'est une stratégie politique de draguer ce milieu-là. Merci à tous les quatre. C'est l'heure de la carte blanche de Julien Assad. Et oui, bonsoir tout le monde, allez Raphaël, aujourd'hui j'ai compris pourquoi je serai jamais président. D'une, car je fais aucun placement pour Optique 2000. De deux, je sais que capturer des Pokémon. Et de trois, j'étais trop fort en maths. Voilà. Et oui, quand on voit Israël en 1948, le pays venait de naître, il est en mode construction totale, une cuisine à monter sans notice. Et là, une fois créé, il demande au mec le plus intelligent de la planète d'être président. Voilà. Il demande à Albert Einstein. Et oui, Einstein, le mec qui a inventé la relativité, qui a changé la physique et surtout qui a traumatisé des générations d'élèves. Et rien qu'à l'idée d'être président, il tire la langue. Voilà. Gérer le temps et l'espace, c'est ok. Gérer les hommes, non, trop dur. Alors Israël, il s'adapte. Voilà. Et c'est le 17 février 1949, il y a 77 ans jour pour jour, que Chaim Weizmann est devenu le premier président. Son rôle symbolique mais stratégique,
ne pas résoudre les problèmes, juste avoir l'air sûr. Voilà, pendant que le peuple construit, plante, invente, lui, drapeau à la main, il incarne l'idée que tout va tenir debout. Et le truc de fou, c'est que ça a marché. Voilà, depuis des startups, une technologie de pointe, une agriculture futuriste, le pays il a grandi comme si quelqu'un avait cliqué sur développement accéléré. Et actuellement, Isaac Herzog, président, lui par contre, il est moins chill. Hein. Normal, il doit gérer Twitter, Netanyahou et Trump. D'ailleurs, Trump le stresse. Voilà, il doit décider du sort de Netanyahou. Et sa réponse la plus honnête de la semaine, c'est quand il répond qu'il n'a pas encore pris de décision. Voilà, c'est sûr que faire des choix, c'est pas simple. Voilà, moi, choisir entre pizza et sushi, ça me prend une demi-heure. Alors lui, j'imagine le dilemme. Et pendant que Trump s'énerve, Herzog, lui, reste là à réfléchir. Et moi, d'ailleurs, je vais aussi commencer à réfléchir à ma chronique de demain. Allez, à demain, Raph. Merci beaucoup, Julien Lassalle. Chaim Weissman, premier président de l'État d'Israël. Oui. Un héritage? Non, pas grand-chose. J'ai pas grand-chose à dire. Pas grand-chose. Non, déjà, je pense que c'est bien. Comme quoi, il sert à rien, ce président. Voilà, en vérité. exactement. Il ne sert à rien. Peut-être qu'il faudrait supprimer ce rôle. Voilà. Mais en tout cas, en Israël, il ne sert pas à grand-chose. C'est comme la reine d'Angleterre. Voilà, c'est une représentation, oui, on va dire. Mais il servirait peut-être à donner une grâce ou pas donner une grâce. Reuven Rivlin, il était mignon parce que pendant le Covid, il lisait des livres pour les enfants sur les réseaux sociaux, en live sur les réseaux sociaux. Il lisait des... Ça fait aider. C'était mignon. C'était mignon. Voilà. Il était un peu nounours comme ça. Vous n'allez pas. Donc on est bien content quand même. Allez, ainsi s'achève cette émission. Merci Jean-Michel, Ross, Marine Smadja. Oui, mais bon, je pense pas qu'il va le faire. À la vérité, il serait trop dans la difficulté s'il le faisait. Allez, restez avec nous pour High 24 News.